Layène, la grotte de Ngor est considérée comme un lieu hautement sacré. Elle cristallise même l'essence de cette communauté religieuse. Et d'après les disciples Ahlul-Lahi, la lumière du Mahdi a séjourné pendant plus de 1000 ans dans cette cavité souterraine. L'endroit communément appelé Khontoubi regorge plein de mystères. Seydina Limamou Laye a laissé des traces ineffaçables. Chaque année, des milliers de Layènes convergent vers cet endroit pour s'abreuver à la source. Djemoubaye nous plonge dans les profondeurs de cette caverne où tout n'est que sainteté et félicité. Regardez. Des grottes, il en existe des centaines à travers le monde. Chacune a sa propre légende, mais celle-ci se singularise de par sa dimension hautement spirituelle. Cette caverne, la seule cavité naturelle sur cette masse rocheuse au nord de la pointe des Almadies, renferme dans sa pénombre la genèse de la Layenia, une confrérie soufie du Sénégal. D'après la tradition, l'âme de Seydina Mouhamadou Limamou Laye dit Al-Mahdi, fondateur de cette communauté religieuse, a séjourné pendant une dizaine de siècles dans cette grotte, avant d'apparaître sous une forme humaine. La grotte mythique se cache sous nos pieds. Aux confins de cet immense périmètre, décoré à l'effigie de Seydina Issa Rouhou Laye, fils aîné et premier calife de Seydina Limamou Laye. Dans le langage communautaire, on appelle cette grotte Khontoubi. Elle est le berceau de la lumière de celui que les Layènes surnomment le Mahdi, l'envoyé d'Allah. moom moo wax ci làmmañu boppam ne man la woon démb man la tey maa weexoon démb ca der bu weex ba ca penku maa ñuul tey ci der bu ñuul bi ci sawu moom moomu nag moo ñu xibaar barab bi ndax moo ñu ne ba yàlla dogalee ma feeñ ca màkk ba sama mission jeex ma génn àdduna nee na guddi ñetteelu fan bañ ma dencee ca Yasrib mu ne guddi googu ci la ma sama borom ba jële màkk mu cëppeel ma fii ci grotte bi ñuy wax grottu Ngor mu wax teg ca ne sax naa fi lu ëpp junniy at guddi gu jot ma génn def leer wër àdduna ak barabi àdduna balaa fajar ma dellu siwaat tëddaat boo xoolee ne Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ibn Abdullahi ca mag mu ngi génn àdduna 632 moom ci boppam mu ngi gane àdduna 1843 soo jëlee 632 ak 1843 di nga fa fekk différence su 1211 ans. Selon le conservateur du site, les caractéristiques physiques de la grotte, sa position géographique, tout renvoie à la prophétie du Mahdi, le grand sauveur de l'humanité annoncé à la fin des temps dans le Saint-Coran. bind bi dafa wax ne imaamul Mahdi mu ngi feeñ ci Mahribil Aqsa maanaam saw bi nga xamee ne moo gën a sori ci saw yi moo gën a reculer vers l'ouest nga jël ñaari île Yoff ak île Ngor mu ñëw seen diggante nga romb ko dem mu jël île Serpent bi ne Soumbédioune ak île Gorée boo xoolee îles yi sax ni ñu bindoo daf lay jox lu mel ni ay lettres en arabe parce que Yoff dafa def benn cercle Ngor def benn lu mel ni benn kii pointe nii delluwaat Serpent defaat cercle Gorée def benn genre ouverture boo leen boole da ngay gis miim xaa miim deel miim xaa miim deel égal turu Muhammad may fàttali ne tudde woon nañu ne imaamul Mahdi alxasan moo koy jur waaye it imaamul Mahdi
dina am doom joo xamee ne moom bu fa jógee moom moo koy wuute te doom ja du doon kenn ku dul Iisa ibnu Maryam mi yéegoon almasih. am na fi ay kilifa yu mag yu xotti téere original ya, xotti feuille yëpp mu laat ko defaat ko yeneen téere ngir dindi ci grotte bi ak île yi ak yeneen yi nga xamee ne ay jumtukaay la wala boog ay xàmmeekukaay la yuñ fi bàyyi yuñ waxoon ne bu boobaa na ngeen xam ne lu fa jub xam leen ne mooy li àdduna doon xaar. La descente dans les profondeurs du sanctuaire religieux, de moins de 4 mètres de hauteur, s'effectue à l'aide de cette échelle métallique suspendue sur le haut de la paroi. Humide et limpide, le gouffre fascine. Étroit et rugueux, il est laissé à l'état brut, avec ses concrétions naturelles aux formes multiples, bien modelées par l'érosion. Des signes du divin se cacheraient derrière ces amas de pierres noires, nous explique le guide. La pierre noire fi mooy place am Hajarul Aswad bi ñu xul dañuy xeer bi fi lañ ko daggee ci mooy xeer bi fi nëbbuwaay bi fii la fi lañ ko tuuri moo xoolee si yoon bi foofu moo dem ba penku wala ñuy wax jullikaayi maam Ibrahima alayhi salaam moo tax Seydina Limaamu ne fa ñu naan jullikaayi maam Ibrahima alayhi salaam leer def na fa lu junni at maanaam lu junni at moo nekk nii si nga fii xëy di tur yàlla bin allahu alif laam suuf bi comme ni nga kilifa gi waxee sax nga fii comme min bar jàkk am na buñ tomaat fi boo yéegee nii gis nga am na buntu fi nga amal benn bunt si di dem si géej gi penku bi nii la. C'est un lieu de prière et de recueillement. Après avoir fait des zikrs pour exalter le Tout-Puissant et son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sur ce tapis de sable que les eaux bleues de l'Atlantique, successives et bruyantes, caressent, les fidèles se dirigent vers ce trou dans lequel ils introduisent la tête pour formuler leurs vœux. D'après les descendants de Seydina Limamou, toute prière sincère dite dans cet orifice sera exaucée. Après avoir visité la grotte, les pèlerins viennent poser leurs pieds droits sur l'empreinte de celui de Seydina Limamou Laye, gravée sur cette pierre. L'endroit accueille au quotidien des personnes en quête de paix intérieure, de félicité. Elles viennent dans ce lieu de culte pour se reconnecter à la lumière du Mahdi. moo fi ñëwee lu ma ñaan rek yàlla dina ma ko defaral damay am apaisement bu baax sama yaram day oyof damay faral di wax sax naan mooy sama favorite place damay tëdd sax des fois di gént ñu may wax pour may ñëw fii mooy bërëb boo xam ni saa yu ma fi ñëwee tiis bu ma fi mënti indi ak soxla bu ma mënti am ma ñëw fii saa yu ma ko ñaanee incha allah rabbi damay gis suñu borom defal ma. La grotte est ouverte aux personnes de toutes les obédiences religieuses du monde. C'est un lieu qui a été fréquenté d'abord par le grand cheikh Omar Foutiyou Tall. J'y ai reçu le clergé catholique. Ils viennent tout le temps visiter ou tout simplement se mettre quelque part et faire leur prière. Il y en a qui sont venus de la Guinée, il y en a qui viennent d'un peu partout. Donc c'est un lieu en tout cas où on vit des choses extraordinaires, où des créatures même la nuit qui se manifestent devant toi, et en les voyant tu sais très bien que ça c'est parce que déjà la corpulence et la hauteur de l'individu, mais voilà. Il faut cependant respecter certaines conditions d'accès établies pour préserver la sacralité de l'endroit. La tenue, en général, c'est là où tout simplement on insiste qu'on couvre le corps convenablement et respectueusement.
insister aussi pour les dames qu'elles se démettent des ongles posés ou des cils posés, comme elles disent, donc cheveux naturels. Mais en vous recommandant, ce que j'allais dire, en vous recommandant d'aller faire vos ablutions, parce que donc on doit être en état de propreté. La distance de la grotte de Ngor reste jusqu'ici insondable. Personne n'est jamais parvenu à la parcourir dans son entièreté. D'après les Layènes, elle s'étend jusqu'à la Kaaba, à la Mecque, le point d'orientation vers lequel tous les musulmans du monde se tournent pour prier l'Omniscient. ndax xam nañu ne am na benn génnukaay maanaam benn sortie bokk bu dee ci nasaraan bu nekk Labé en Guinée Conakry am na bu nekk ci biir àllu Kédougou bi waaw ñetteel bi moo génn ca Makka ca Kaaba ga waaw loolu nag dafay war a tax ñu bàyyi xel ci lu tax ñetti sortie kon jàppal ne pistu aéroport beeg yooyu yëpp mu ngi tegu ci kaw grotte bi. L'histoire de Seydina Mouhamadou Limamou Laye Thiaw se serait ainsi déroulée de la Kaaba au centre de la Terre à l'extrême ouest du continent africain. En dépit de toutes les révélations faites autour de lui, l'abîme rocailleux renferme encore des secrets impénétrables. Tout de suite, le décryptage présenté par Pape Makhtar Syllane. Bonsoir et bienvenue à ce décryptage dans Grand Angle. Au menu de ce décryptage, le tourisme religieux au Sénégal, vous avez déjà une petite idée avec le reportage qui vient de passer consacré à la grotte de Ngor, autrement appelée Khountoui, qui reste d'ailleurs une étape essentielle dans l'appel de la communauté layène. D'ailleurs, on profite de l'occasion pour présenter nos condoléances à cette communauté suite au rappel à Dieu de leur khalife Mouhamadou Makhtar Laye dans la nuit du 8 au 9 avril 2025. Le tourisme religieux, pour en parler, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mamadou Kane. Bonsoir. Bonsoir, Salam. Vous êtes enseignant et spécialiste du tourisme culturel. Oui, je suis enseignant formateur en tourisme et culture. J'enseigne à l'ISEP de Thiès. Je suis le responsable des métiers management des produits et services culturels et management des produits touristiques. Et j'interviens aussi dans plusieurs universités. Merci et bienvenue à ce décryptage. Merci. Au Sénégal, en fait, des voix s'élèvent de plus en plus pour appeler au développement du tourisme religieux. Est-ce que déjà, quelle définition donne-t-on à cette forme de tourisme? Oui, je me joins à vous d'abord pour présenter mes condoléances à la famille layène. Et pour faire simplement sur le tourisme religieux, c'est toutes les ressources à caractère religieux, spirituelles et croyances qu'on doit exploiter dans une perspective touristique. C'est ça. Quand on parle de ressources religieuses, il y en a beaucoup. Ça peut être des sites, ça peut être des pratiques, ça peut être des figures historiques, ça peut être des itinéraires, n'est-ce pas? Ça peut être même une production spirituelle des communautés, n'est-ce pas? Maintenant, comment en faire des produits touristiques? Ça suppose qu'on puisse faire en sorte que les services puissent rejoindre l'usage de ces produits touristiques, à savoir donc des services d'hébergement, déjà d'identifier ce patrimoine-là qui existe religieux, Exactement. mais en même temps ajouter des services d'hébergement, de restauration, mais aussi des visites ou bien des activités de découverte qui se font au niveau de ces ressources. Ouais. Mais quel est le potentiel de ce tourisme religieux au Sénégal? Énorme, parce que le Sénégal est un pays religieux, on peut le définir ainsi, avec beaucoup de croyances, avec l'islam qui s'est installé très tôt dans ce pays-là, depuis à peu près le 8e, 9e siècle. En plus, il y a eu les religions, la religion catholique, chrétienne, la religion monothéiste, voilà, qui s'est installée. Donc, nous avons des religions monothéistes au Sénégal, mais en même temps des religions traditionnelles, n'est-ce pas?
qui sont assez diversifiés à travers le pays et qu'il faut intégrer dans le tourisme religieux. Ouais. Mais quand on parle de tourisme religieux, on parle de foi, on parle de religion. La religion reste la principale force de cette forme de tourisme. Absolument. Mais est-ce qu'elle ne constitue pas aussi un obstacle pour son développement? Absolument, absolument pas, parce que la religion est extrêmement importante pour la communauté des croyants et même pour ceux qui ne croient pas, qui s'intéressent à la religion. Mais ce qui est essentiel, c'est le potentiel qui est là, n'est-ce pas? Beaucoup de sites qui ne sont pas encore exploités. Et nous pensons qu'au Sénégal, pour vraiment une relance du tourisme, à part le balnéaire qui a eu à faire son temps, il est important de voir quelles sont les ressources les plus prometteuses. Et on s'est rendu compte que c'est les ressources essentiellement culturelles, religieuses. Et parce que nous avons des personnalités d'envergure, n'est-ce pas? Nous avons des confréries extrêmement prégnantes dans les communautés. Nous avons énormément de sites et nous avons une diaspora assez intéressante sénégalaise, n'est-ce pas, qui s'intéresse à ces éléments-là, mais aussi, on peut le dire, des talibés de ces figures un peu partout dans le monde. Imaginez ce qui se passe à Kaolack, Medina Baye. Si on voit un peu le terreau du Nigeria, du Niger et de pas mal de pays africains, de même que les États-Unis. Donc, c'est vraiment une opportunité qu'il faut développer. Et nous avons vu depuis quelques années une quand même volonté politique, parce que moi je fais souvent le tour des sites religieux, je vois les aménagements. Dans le cadre de vos activités pédagogiques. Pédagogiques, avec nos étudiants, mais aussi dans le cadre du RESUT, c'est le réseau des universitaires du tourisme au Sénégal, dont je suis le vice-président. Nous voulons initier quand même des activités de valorisation de ce tourisme religieux, et je vois cette volonté politique aussi d'aménager ces sites-là, parce que bon, si vous allez maintenant à Aloua, vous vous rendez compte que la maison familiale de El Hadj Omar, sa chambre de retraite, voilà, ont été réaménagées, et il y a des espaces maintenant pour accueillir les pèlerins. C'est pareil pour Pogonguina, avec le nouveau sanctuaire, on voit quand même que on prend en compte l'accueil des pèlerins pour les mettre dans les meilleures conditions. Oui. Vous avez dit qu'en fait le potentiel du tourisme religieux est énorme au Sénégal, mais qu'est-ce qui empêche son développement? Oui, c'est la perception que nous avons du tourisme, le tourisme classique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir la forme de tourisme que nous voulons. Nous avons une perception assez occidentale, les étrangers qui viennent, qui sont dans les hôtels, alors qu'il y a plusieurs formes de découverte du potentiel touristique. Donc, essayons de voir au Sénégal qu'est-ce que nous avons comme ressources et comment les mettre en valeur du point de vue touristique en prenant en compte les standards, maintenant en prenant aussi en compte les besoins des clients. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a un travail à faire, de même que les ressources sont détenues par des communautés, par des guides religieuses. Il faudra sensibiliser ces populations pour qu'ils comprennent qu'il y a possibilité, au-delà de la pratique sociale de la religion, d'avoir une pratique qui intègre la dimension touristique et même la dimension économique. Vous avez évoqué tout à l'heure l'exemple de Medina Baye à Kaolack, avec la forte communauté nigérienne, mais aussi Aloua avec la maison de El Hadj Omar Foutiyou Tall. Mais est-ce qu'en fait ces dépositaires du patrimoine religieux au Sénégal sont assez sensibilisés sur les enjeux de cette forme de tourisme? Je pense que c'est le travail à faire en ce moment, parce que quand on veut développer le tourisme religieux, c'est vrai, il faut une volonté politique de l'État. Mais le tourisme, c'est une activité essentiellement privée. Il faudra que les agences de voyage, les acteurs, les professionnels du tourisme s'y mettent. Mais ce qui est le plus important, c'est le travail à faire au niveau des communautés. Qu'ils comprennent que cette dimension spirituelle, ces richesses qu'on a, n'est-ce pas, du point de vue religieux, intéressent au-delà des talibés, des communautés qui ont l'habitude de venir, des publics de visiteurs touristiques qui peuvent venir de n'importe quel pays, et qu'il faut préparer ces espaces-là à pouvoir les accueillir. Bon, on constate aussi que quand on parle de tourisme religieux, on pense essentiellement aux grands événements qui se déroulent, alors que c'est plus que ça. On peut être en mesure d'initier une programmation de tourisme religieux toute l'année avec des pratiques différentes.
Et là, ça suppose que les professionnels s'y mettent vraiment et que les communautés soient en mesure d'accueillir les activités touristiques qui devraient pouvoir se développer dans ces espaces, dans les terroirs, avec les différents produits qui peuvent être des itinéraires, des retraites spirituelles, des ziyaras, n'est-ce pas, des découvertes de sites, n'est-ce pas, de manuscrits et même le patrimoine immatériel, parce que nous savons que ces communautés religieuses-là ont développé des musiques sacrées et même des danses sacrées qui peuvent être extrêmement intéressantes pour les touristes. Ouais. On constate au Sénégal, mis à part les offres qui sont faites par exemple sur la Mecque, sur les lieux saints de la chrétienté et éventuellement aussi sur Fès au niveau de Maroc, est-ce que les agences en fait proposent des circuits traditionnels ici au Sénégal pour le contenu local? Pas encore. C'est le défi à relever pour notre tourisme, parce que les touristes qui vont à l'étranger profitent à l'étranger. C'est l'Arabie Saoudite qui gagne, n'est-ce pas, essentiellement, à part les voyagistes, voilà, qui sont des nationaux, c'est vrai, qui trouvent quand même des retombées dans ce tourisme. Fès, c'est la même chose. On fait la promotion de l'Arabie Saoudite, on fait la promotion de Fès. Et on sait que c'est devenu une manne extrêmement importante pour ces destinations. Parce que l'Arabie Saoudite, ce n'est pas seulement que le pèlerinage, maintenant c'est les Umrah toute l'année. Ils ont compris ce qu'il y a à faire et ils ont investi. Je pense qu'on doit faire la même chose, parce que nous avons des sites qui pourraient être très attractifs, n'est-ce pas? Et en combinant aussi des facteurs qui peuvent être déterminants. Par exemple, les transitions. Comment, par exemple, Tivaouane, Cité Kieddo est devenue ville sainte. Comment ces communautés ont intégré l'islam. Donc, il y a tout un narratif, je pense, qu'il faut mettre à la disposition des touristes. Maintenant, ça suppose quand même de mettre en place des dispositifs qui sont liés à l'accessibilité, qui sont liés aux produits standards dont les touristes auront besoin parce qu'il y a un minimum de confort, mais aussi à la formation des guides locaux, n'est-ce pas, qui peuvent allier la transmission de la spiritualité, la connaissance en tout cas des ressources qui existent dans ces sites, mais dans un cadre touristique, n'est-ce pas, et qu'on puisse organiser, n'est-ce pas, les visites. Ça peut être des VSD ou bien voilà, des visites inopinées, en tout cas, qu'on puisse dans les différents sites avoir des visites guidées qu'on peut proposer au public. Donc il y a un travail à faire au niveau des espaces qui doivent accueillir les Exactement. Et en fait, on sait depuis quelque temps que la société d'aménagement des côtes et zones touristiques SAPCO développe l'idée de construire par exemple des résidences d'accueil de pèlerins au niveau des cités religieuses du Sénégal. Est-ce que en fait cette initiative peut être considérée comme une prise de conscience concernant le développement du tourisme religieux et tous les enjeux? Exactement, parce que c'est quand même un problème sur l'hébergement. Comment initier l'hébergement dans les sites, ou bien dans les villes, ou bien cités saintes. Ça peut poser problème. On peut ne pas avoir les hôtels classiques qu'on a. Loger chez l'habitant, c'est bien. On voit aussi qu'il y a des résidences qui sont construites dans ces différents sites qui peuvent accueillir un certain effectif de touristes. C'est extrêmement important. Mais loger chez l'habitant, des appartements, des tentes, ça dépend des localités, peuvent être quand même des éléments qui pourraient booster ce tourisme-là. Et c'est essentiel, en tout cas, de gérer la problématique de l'hébergement. Et en respectant aussi les normes, si c'est chez les musulmans, les normes halal. C'est important, n'est-ce pas, pour toujours faire en sorte que les pratiques se passent dans les règles de l'art. En plus, ça nécessite quand même qu'on puisse développer des codes éthiques, parce que c'est pas n'importe quel touriste. Le touriste religieux, c'est pas n'importe quel touriste. Et on va pas dans n'importe quel type de site. Donc il y a des codes éthiques à élaborer, à mettre en œuvre pour les acteurs, pour les communautés et pour les touristes. Oui, on sait que le tourisme balnéaire fait face aux effets du changement climatique, avec l'érosion côtière, la réduction même des plages. Est-ce que le tourisme religieux peut être une alternative crédible pour insuffler, par exemple, un nouvel dynamisme au tourisme global du Sénégal? Absolument, absolument. Je pense qu'on doit changer de paradigme. Le tourisme balnéaire a fait son temps. Moi, quand je suis allé à Alexandrie pour continuer mes études, j'avais déjà perçu ça. Je savais que les aspects culturels vont prévaloir dans un certain moment. De même qu'au Sénégal aussi, au-delà du tourisme culturel, religieux, mais
on a des écosystèmes magnifiques. Hein. Donc je pense qu'au Sénégal, ce n'est pas un problème de potentiel qu'on a, c'est un problème d'offre. Et l'offre, c'est quoi? Il y a un effort de construction de l'offre à faire. Et maintenant, surtout avec des acteurs nationaux, parce qu'on sait que les investissements touristiques les plus importants ont été faits par des étrangers et c'était dans une dynamique d'un tourisme balnéaire et saisonnier. Alors que nous, maintenant, on a la possibilité, avec la diversité des écosystèmes, avec la diversité des ressources culturelles, religieuses, d'avoir un tourisme sur toute l'année, n'est-ce pas, de ne plus dépendre de ces touristes qui viennent en hiver chez nous, et en plus d'impliquer les populations sénégalaises dans cette activité touristique et les populations africaines. Donc je pense que ce sont des perspectives qui peuvent être extrêmement intéressantes pour le tourisme sénégalais. Dans le cadre de la préparation de l'émission, vous avez évoqué l'aspect signalétique concernant l'identification même des sites. En fait, dans le tourisme toujours culturel, par exemple, quand on parle de bois sacrés, quand on parle de puits sacrés ou bien même d'arbres sacrés, il y a des signalétiques dans les zones concernées. Mais pourquoi, concernant l'aspect religieux, cette communication n'est pas encore assez développée? Oui, parce qu'on n'a pas encore développé le tourisme religieux. Le tourisme religieux au Sénégal, on peut dire qu'on est à l'étape embryonnaire. Donc, il y a tout un dispositif à faire. Donc là, c'est des problèmes qui sont liés à l'accessibilité. Donc, parce que quand on parle d'accessibilité, il y a cette accessibilité géographique, accessibilité financière, accessibilité intellectuelle qui permet aux gens de comprendre ce qu'on veut leur présenter exactement. Donc, c'est un travail à faire. Nous sommes en chantier, je pense. Si on veut vraiment développer un tourisme religieux, il faut qu'on s'y mette avec méthode, n'est-ce pas, en étant patient, avec beaucoup de communication à l'endroit des communautés, des guides religieux, qu'ils comprennent que nous allons dans une dimension économique, dans une dimension touristique, dans une dimension qui permettra aux touristes de mieux comprendre ce que les anciens ont fait chez nous et de valoriser l'importance des sites qu'on a. Sinon, on risque d'avoir une déchéance de ce potentiel-là qui ne pourrait pas servir à nos populations. Et c'est énorme, c'est des niches énormes d'emplois. Hein? Et un moyen de développer les territoires, parce que dans chaque territoire au Sénégal, il y a des ressources religieuses à exploiter, de fixer les populations et de permettre aux gens d'être plus conscients, n'est-ce pas, de ce patrimoine dont on dispose au niveau de nos communautés. Maintenant, dans l'urgence, si je comprends bien, c'est la communication et la sensibilisation. Oui, absolument, parce que quand même, comme je l'ai dit, le tourisme, il y a des problèmes de perception, de communication. Et comme je l'ai dit, on peut avoir la forme de tourisme qu'on veut. L'essentiel, c'est de... Parce que là, on est dans ce qu'on pourrait appeler le marketing de l'offre, hein, quelque chose qui existe déjà. Mais comment la valoriser, c'est une démarche qui doit impliquer l'État, les collectivités territoriales, les communautés religieuses, les acteurs touristiques, les spécialistes du patrimoine et surtout les universités aussi. Je pense que maintenant, dans toutes les universités du Sénégal, nous avons des départements en tourisme. Je pense qu'on peut mener la réflexion, faire en sorte que les gens soient beaucoup plus conscients de cette opportunité de développer réellement le tourisme religieux dans notre pays. Mamadou Kane, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes enseignant et spécialiste du tourisme culturel. Merci, mon cher. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt. Pape Makhtar Cellane, merci. Kayor, c'est le dernier du trio de patrouilleurs lance-missiles de la Marine nationale après Wolof et Niani, réceptionné en juin 2024 et baptisé en octobre dernier. Kayor est équipé de systèmes d'armes de lutte anti-surface et de lutte anti-aérienne capables d'abattre des avions et navires ennemis, un véritable outil dissuasif pouvant permettre à la Marine nationale d'assurer sa supériorité maritime dans un contexte d'exploitation par notre pays du pétrole et du gaz offshore. OPV Kayor, Damel Demer, c'est un reportage de Pape Makhtar Cellane. C'est le dernier du trio de patrouilleurs lance-missiles de la Marine nationale, commandé par l'État du Sénégal depuis novembre 2019. Un an après sa mise à l'eau à Concarneau en France, le patrouilleur hauturier rejoint les côtes sénégalaises.
Dernier bijou de la Marine nationale, le bâtiment nouvellement acquis escorté par les patrouilleurs lance-missiles Wallo et Niani. Une image qui résume la montée en puissance de l'armée de mer, matérialisée par une flotte de dernière génération. Base amiral Faye-Gassama. Le navire est à quai. L'amiral Abdoussen, chef d'état-major de la Marine nationale, s'adresse à ses hommes. Un rappel des missions et devoirs en mer pour la patrie. Vous avez fait preuve de discipline d'abord, vous avez fait preuve de professionnalisme, vous avez fait preuve d'engagement. Je vous félicite en mer pour la patrie. Commandant de cette top EV 58S, le capitaine de frégate Jules-Marie Nour livre ici quelques données techniques du patrouilleur d'haute mer. Sa longueur est de 62,82 mètres, sa largeur 9,5 mètres. À plein charge, son déplacement est de 735 tonnes. Son autonomie est de 25 jours pour 40 personnes en mer. Sa distance franchissable est de 10 000 nautiques, soit 22 000 km. Dans les phases conception et construction de ce patrouilleur, une équipe de la Marine nationale a été dépêchée sur les chantiers Pirou pour le suivi des travaux. L'équipage a également suivi une formation pour une exploitation optimale du PHM. La mission principale consistait à travailler avec le chantier pour produire un navire conforme à une spécification technique qui a été signée entre l'État du Sénégal et les chantiers Pirou. Durant notre séjour, nous avons pu découvrir les points critiques qui permettent d'optimiser le coût de possession des navires. Les navires aussi ont été livrés avec des lots de pièces de rechange pour accompagner la disponibilité dans la phase exploitation. C'est le jour consacré au baptême du navire réceptionné le 5 juin 2024. Toutes les unités de la Marine nationale, parées de leur plus bel uniforme, sont en place, au rythme de la fanfare annonçant l'arrivée d'autorités militaires et civiles. Après l'exécution de l'hymne national, place au baptême du patrouilleur d'haute mer. Monsieur le Président de la République, permettez de baptême pour le but au navire du programme patrouilleur OPV 58S du Sénégal. Avec une conception polyvalente pour le configurer à des missions diverses, le PHM Cayor est doté d'une vaste passerelle panoramique et d'un mécanisme de mise à l'eau rapide d'embarcation. Il dispose également d'un système performant de veille et de combat pour assurer des missions de surveillance et d'intervention. Le patrouilleur de haute mer Cayor est doté d'un système d'armes puissant. Son armement est constitué de canons, d'artillerie légère et d'artillerie lourde, de missiles, de moyens de détection et de moyens de communication qui lui permettent de rester en permanence en contact avec l'état-major. Cette capacité de frappe au combat du patrouilleur Cayor, conjuguée à la volonté de l'équipage qui s'inspire de nos vaillants résistants, fait que tout agresseur venant de la mer est obligé de prendre en compte. C'est un véritable outil dissuasif. Parallèlement à ces missions de défense, la Marine nationale assure également l'action de l'État en mer. Champ d'intervention de plus en plus large, surtout avec la maritimisation de l'économie, marquée par l'exploitation du pétrole et du gaz offshore. Une nouvelle donne qui dicte le renouvellement et le renforcement constant des moyens d'intervention
de cette composante de l'armée nationale pour faire face à plusieurs types de menaces. Et c'est tout pour ce numéro de votre mag. Merci de l'avoir suivi. Place maintenant au cadrage, à la carte postale et au sommaire du prochain numéro. L'icône internationale de la danse est célébrée. Germaine Acogny a joué un rôle déterminant dans la carrière de beaucoup de danseurs africains. Elle puise son énergie de nos valeurs. C'est vraiment le miroir de la danse ici en Afrique. Sous les coups de tam-tam, jaillit la silhouette dansante de Germaine Acogny. La représentation, l'écoute. C'est un choix défini par la rédaction de Grand Angle. On en a discuté, voilà, on a élaboré le sujet, quel plan faut-il proposer, et puis on l'a fait voilà, en tenant compte de ces spécificités-là. Et puis ce qui était différent d'autres sujets de Grand Angle, c'est que c'est un sujet, comme je l'ai dit, culturel. Et puis on l'a élaboré dans ce sens-là. Et on peut dire que c'était une coïncidence parce qu'on rendait hommage à Germaine Acogny qui devait fêter ses 15 ans. Germaine Acogny n'est plus Germaine Acogny. Germaine Acogny néglige l'identité et la totalité d'un art porté au plus haut sommet de son ascension. Au nom de son nom, couleurs et lumières sont combinées. Un gong, des artifices locaux, traditionnels, africaine, pour montrer l'Afrique dans toutes ses facettes. On a tourné en 2 phases. La première phase, c'était à Daniel Sorano. On a rencontré Germaine Acogny, bien sûr, sa famille, ses proches, ses collaborateurs. Et puis c'était une soirée magnifique, côté couleur, côté spectacle et tout. Une symphonie décalée. Presque exotique. Et puis ça devait se limiter tout simplement là. On s'est dit que pourquoi pas agrandir. Et puis on a pris rendez-vous pour aller à l'école des Sables, on est allé là-bas. Et aussi, il y avait une autre chance aussi. C'est que l'école chaque année reçoit des étudiants danseurs qui viennent de partout dans le monde. Donc il y avait plus d'une quinzaine de nationalités. Il est 15 h, les élèves rejoignent la salle de danse. On a la chance de pouvoir apprendre les danses traditionnelles. Sur le tapis, et puis on en a profité pour traiter non seulement la danse classique sénégalaise africaine, mais aussi surfer sur la diversité qui prime sur l'esprit de la danse de l'école. On s'échauffe, on se prépare en silence avant le démarrage des cours. There is the mental discipline. Et puis on a travaillé en ce sens-là. Et puis Germaine Acogny aussi est venue avec comment dire, une vision africaine, panafricaniste, avec d'autres étudiants, ses collaborateurs aussi à l'école des Sables. Et puis bon, je peux dire qu'en gros, ça a été vraiment bénéfique. Non seulement pour eux, parce que c'était la première fois, la plupart des élèves qui étaient là-bas, c'était la première fois qui parlent de leur expérience de danse, bien que bon, il y avait des danseurs professionnels, mais quand même on s'est basé sur ces 2 leviers-là, le panafricanisme enrobé d'une danse, et puis l'autre chose c'est la diversité que prône l'école. Je dois dire qu'on est un peu parti déjà pour vous parce qu'on était arrivé en retard, très en retard même.
parce qu'on nous attendait. Depuis le matin, on est arrivé là-bas vers midi, donc en premier couac. Bon, on nous a un peu remonté les bretelles par la directrice de la communication. Ça, c'était un petit couac. Après, bon, ça s'est fait naturellement parce que bon, comme ils ont une ouverture d'esprit, ça nous a beaucoup aidé dans la réalisation de ce reportage-là, parce que bon, fallait être naturel, fallait suivre les danseurs dans leurs mouvements, dans leurs réflexes, et aussi on nous a préparé un peu le terrain parce que Germaine Acogny devait venir dans l'après-midi, donc on l'a attendu, et puis voilà, on a bien calculer tout ça pour travailler convenablement, que ce soit l'intervention des différents danseurs, que ce soit l'intervention aussi des collaborateurs de Germaine Acogny et puis Germaine Acogny elle-même. 25 ans, on tient le coup. On est protégé par les esprits. Par exemple, dans le temps, on allait dans la nature pour faire des cours. Comme vous avez une autorisation, donc voilà, tout est plus ou moins permis, que ce soit la caméra, que ce soit aussi la position, notre position dans la salle de danse. Et puis bon, je dois dire que ça a été une belle expérience parce que bon, on ne tourne pas souvent ces genres de reportages. Et les cours, les répétitions et les débriefings qu'on vient de voir tout à l'heure, on va aller voir 3 danseuses, Maou, Kiara et Paula, une américaine, une suissesse et une allemande. Elles vont nous dire comment elles perçoivent la danse locale traditionnelle sénégalaise et surtout que représente Germaine Acogny dans la danse ici à l'École des Sables. Depuis qu'elles sont arrivées, elles partagent la même chambre ici à l'école. Toutes 3 danseuses professionnelles viennent pour rechercher des nouveautés. Ici, on voit que c'est vraiment dans la culture des gens. Le fait d'être nominé sur le plan africain, c'est quelque chose de... bon, je reçois une fierté bien sûr, comme j'ai dit, heureux aussi, et puis je rends hommage aussi à cette télévision qui nous a donné l'opportunité de se révéler dans cet excellent magazine qui est Grand Angle. Et puis Grand Angle aussi nous a donné les leviers pour pouvoir travailler sur différents sujets, d'où ce sujet touchant la culture. Donc je peux dire que reconnaissance et gratitude, et puis aussi épanouissement personnel aussi, parce que bon, tout le monde aussi a envie d'être cité, d'être nommé, d'être respecté au regard de son travail. Et je pense que c'est la satisfaction générale accomplie d'avoir fait ce sujet-là, parce que c'est pas gagné d'avance, parce que les difficultés de tournage, je l'ai dit, les déplacements c'était pas facile. C'est encore la réalisation, bien qu'on nous a donné carte blanche, mais en retour on ne peut donner, on ne peut reconnaître l'implication de l'émission Grand Angle et indirectement de la télévision. Donc moi, je suis content d'avoir été nominé à ce prestigieux prix.
À 70 km à l'est de Dakar, dans la ville de Thiès, se dresse la seule école militaire de l'armée de l'air en Afrique de l'Ouest. Depuis sa création en 1984, la base école de Thiès est le Creuset où sont formés les pilotes, ingénieurs et techniciens qui assurent la souveraineté aérienne du Sénégal.